Bonsoir. Bonsoir et merci déjà à la Cité des Sciences de nous accueillir, d'avoir accueilli la journée organisée par Yolène. Bien évidemment, merci à Yolène d'avoir eu l'initiative d'organiser cette belle journée, ces belles rencontres. Donc je vais vous parler ce soir de communication interespèces, communication avec les baleines à bosse particulièrement. Donc c'est un travail que j'ai effectué depuis de nombreuses années. J'ai découvert les baleines à bosse en 81 et depuis... j'ai développé différentes techniques d'approche, de son, et pour mettre en place des protocoles qui nous permettent de, je vais vous en parler, de éventuellement échanger, partager avec ces animaux. Donc voilà, on va commencer par une série de diapositives que je vais commenter au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu l'univers dans lequel nous travaillons en Guadeloupe. Et cet univers, vous verrez, assez vite, je vais arriver sur ce qui nous a amené à travailler en Guadeloupe, pourquoi nous sommes là-bas par rapport à ces animaux et qu'est-ce que nous y faisons, et le programme du lien perdu. Bon, on va commencer. Donc là, on est sur un souci de PowerPoint qui est calé sur la fin. Voilà, là, on devrait reprendre au début. Non, ça c'est la fin aussi. On est sur la diapositive de fin en fait. C'est pour ça qu'on l'avait laissé là-dessus au final. Donc il faudrait arriver à revenir sur celle du début. Donc je n'ai pas l'accès à ça. Donc pour vous résumer, là, je pense que là on est... Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors les thèmes que je vais aborder ce soir. Donc c'est des thèmes qui sont, encore une fois, particuliers à l'événement qu'a créé Yolène, donc sur l'intelligence animale, et particulièrement, vous allez voir assez vite, sur notre programme en Guadeloupe. Donc la communication interespèces, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on définit comme étant la communication interespèces? Les pionniers de cette discipline, donc, bien évidemment, quand on parle de communication interespèces, dans mes propos, on parle de communication interespèces avec des animaux marins, évidemment, des mammifères marins. Le Shelton, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Pourquoi nous avons créé ça? Le protocole, c'est comment nous utilisons cet instrument au quotidien. Et ensuite, les peuples premiers. Et pour finir, le lien perdu, qui est la raison pour laquelle nous sommes en Guadeloupe. Alors le début, communication interespèces, il y a évidemment, tout le monde sait que les animaux, ça je pense que vous en avez entendu parler aujourd'hui, les animaux communiquent entre eux de différentes manières, ça on le sait, c'est pas le sujet qu'on va aborder ce soir, mais on sait quand même que si les animaux sont capables de communiquer entre eux dans la même espèce ou dans la même famille, ils sont capables aussi de communiquer avec des familles différentes, voire des espèces différentes. Donc, puisqu'on parle des cétacés, nos analyses de son nous permettent de savoir exactement à quel moment, avec nos hydrophones, on va entendre des dauphins qui communiquent entre eux, dans leur langue de dauphin. On va écouter en même temps, un peu plus loin, des cachalots qui vont émettre leur coda et qui vont communiquer eux aussi dans leur langue de cachalot. Pareil pour les baleines, les globicéphales. Bon. La Guadeloupe, c'est important parce que nous avons 23 espèces différentes de cétacés en Guadeloupe. Ce qui est quand même très très rare, c'est exceptionnel au monde, sur la côte sous le vent. Ces 23 espèces, elles sont classifiées en 3 catégories. Migrateurs, c'est la baleine à bosse, il y en a une, qui est là il y a une espèce qui est là de janvier à mai, et ensuite elle repart en Norvège ou en Islande pour se nourrir, elle est chez nous pour avoir ses bébés. Donc c'est migrateur. La deuxième catégorie, c'est les nomades. Ce sont des nomades qui sont... pour l'instant dans des situations indéfinies pour nous, puisqu'on n'a jamais étudié le nomadisme, donc on les considère comme du nomadisme aléatoire. Donc c'est des animaux, il peut y avoir des orques, des pseudorques, des globicéphales, des baleines de Cuvier, des baleines à bec, différentes sortes de dauphins, des sténos, des dauphins pantropicaux aussi, qui sont aussi certains des voyageurs et des nomades dans l'arc antillais. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de l'arc antillais, cette vingtaine d'espèces. Donc on les considère comme nomades, non pas comme migrateurs. Eux, ils apparaissent chez nous de manière aléatoire, encore une fois, puisqu'on n'a pas vraiment aujourd'hui des modèles qui nous permettent de définir à quel moment ils vont apparaître chez nous. Ce qui fait que chaque matin, chaque sortie est différente, on ne sait pas qui on va trouver.
Alors c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on ne sait pas qui on va trouver au large, nous, le seul outil que nous avons, on est sur des centaines de kilomètres carrés et sur la côte sous le vent de Guadeloupe. À partir du moment où on ne sait pas qui on va découvrir, le premier outil que nous utilisons pour essayer pour chercher les animaux, c'est l'hydrophone, donc un micro sous-marin qu'on va descendre sous le bateau, et il est directionnel, c'est-à-dire qu'on a fabriqué une parabole pour pouvoir écouter à 360 degrés autour de nous, et à partir de là, on commence à décrypter les sons. Et on les analyse, on les reconnaît. Donc on sait que là-bas, on va avoir des baleines, là, on a des cachalots, là-bas, on a des dauphins. Au son, on reconnaît immédiatement l'espèce. Ensuite, on évalue très vite la distance à laquelle chaque espèce est de notre bateau. Et enfin, on arrive à déterminer, bien sûr, l'activité. Qu'est-ce que cette espèce est en train de faire au moment où on l'entend. Évidemment, une espèce qui est en train de chasser ne va pas faire le même son que quand elle est en train d'avoir des jeux de reproduction ou des défenses de territoire ou des périodes de somnolence ou de sieste ou de méditation pour certains animaux, si on peut parler de ça aussi. Donc, on identifie par le son le comportement de l'animal au moment où on l'entend. Donc, ça nous donne une carte sonore de tout le territoire dans lequel nous sortons le matin. À partir de là, on décide par rapport à notre programme de la veille, de la journée, on définit des programmes de recherche qui nous disent aujourd'hui on va travailler avec eux ou avec eux. Bon. Je reviens sur l'histoire animal-animal qui est intéressante parce que nous, c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer à imaginer, enfin quand je dis nous, je vais y revenir très vite ensuite sur les pionniers. Si on sait qu'un dauphin est capable de communiquer avec une baleine ou un cachalot, on se dit à partir de ce moment-là, nous on a des analyses spectrométriques sur des ordinateurs qui nous montrent qu'à certains moments, les sons sont les mêmes. Donc on imagine que c'est à ce moment-là qu'il y a communication entre eux. Donc s'ils sont capables de communiquer entre eux, nous en tant qu'hommes, pourquoi pas tenter aussi par le son, par la musique, par l'art de rentrer en communication avec eux. Et c'est là que le programme de communication interespèces entre les hommes et les cétacés est né. Donc, encore une fois, les pionniers. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ces gens-là si vous avez lu le 5e rêve, notamment, de Patrice Van Hersel, où il parle effectivement de Jim Nolman, John Lillian, J. Penn et Scott McVie, qui sont les tout premiers dans les années 60, qui ont commencé à mettre en place les premières techniques, les premiers de cette discipline. Principalement, vous le constatez, Jim Nolman sur la photo, évidemment, a une guitare. Donc, c'était des instruments embarqués sur les bateaux qui permettaient d'émettre des sons. Il a des hydrophones autour du bateau. C'était la méthode classique de travail, c'est-à-dire qu'on diffuse un son dans un micro. Le micro va diffuser le son sous la mer. Et à l'opposé du bateau, on met les micros d'un côté, et à l'opposé, on va mettre un haut-parleur qui va balancer ce son. Et le son qu'on récupère, nous, sur le bateau, c'est le son qu'on a joué sous l'eau, en fait. Puisque on a le micro qui va nous donner le son qu'on a nous-mêmes diffusé sous l'eau. Ce qui nous permet d'avoir un retour réel. Et ce retour, évidemment, il est parfois, ce qui est le but, accompagné du son qu'émettent les animaux qui sont autour de nous. Alors des sons qui peuvent être aléatoires, c'est des sons qui sont simplement émis à ce moment-là par les animaux, parce qu'ils sont sans arrêt en train de discuter entre eux, mais justement, tout l'intérêt de l'opération, c'est qu'à certains moments, ça se croise, et il y a des échanges qui se font. Donc là, il y a communication. Donc le travail s'est toujours fait de cette manière-là. À partir de là, ils ont été assez loin quand même dans ces recherches pendant des années. Toujours avec le même protocole, des instruments sur les bateaux. Alors, la technique des instruments sur ces bateaux, elle ne date pas des années 60. C'est une technique qui a des milliers d'années, qu'utilisaient les peuples premiers déjà en communication avec les baleines. Et ça, c'est la dernière partie de ce que je vais vous raconter ce soir, justement, le programme Shelton en Guadeloupe. On va revenir sur les peuples premiers. Donc ça, en fait, c'est juste une illustration, des techniques modernes de ce qui se pratiquait déjà, notamment à Hawaï depuis des milliers d'années, avec les conques marines et coquillages. Depuis le bateau vers les animaux. À partir de là, moi j'ai eu une vie où j'ai voyagé énormément, j'ai rencontré énormément d'animaux et pas mal de choses diverses et variées, toujours reliées à la mer, aux océans et aux créatures. Et un jour, avec mon ami Yann Viau, nous avons eu une idée saugrenue de fabriquer un instrument de musique sous la forme d'un coquillage. Donc nous nous sommes à ce moment-là inspirés des instruments que vous voyez là. Donc des instruments traditionnels qui ont une dimension, on peut appeler ça, on connaît tous les cornes de brume, évidemment, qu'utilisent les Polynésiens, mais il y a aussi une dimension spirituelle dans cet instrument, effectivement, au Tibet ou à Madagascar, et bien sûr à Hawaï, où ils s'en servent pour jouer avec les baleines.
Et à partir de là, on s'est rendu compte que cet instrument qu'on avait développé avec l'aide de l'École centrale de Nantes, on s'est rendu compte qu'il y avait ces sonorités qui fonctionnaient, qui étaient intéressantes, et on s'est dit pourquoi pas l'essayer justement avec les baleines, aller dans l'eau pour voir ce que ça donne. À partir de là, ça a été le programme de recherche et développement qu'on a mis en place avec Yann Viau à Nantes. Et justement, on était aidé par le directeur du laboratoire de recherche acoustique de Nantes, Jean-François Petiot, qui nous a aidés. Il a fallu presque 2 ans en fait pour faire tout ce programme, pour fabriquer un instrument qui... On a même été jusqu'à fabriquer une énorme machine. C'est assez intéressant parce que ça, c'est juste pour vous montrer que le programme a été assez loin parce qu'au départ, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. On avait juste fabriqué un instrument de musique avec des résonances. Voilà. On s'est amusé avec plein d'ingénieurs, des gens passionnants qui sont greffés sur ce projet, des designers, des ingénieurs, une usine à Nantes qui s'est investie dans ce projet, qui a dit « Ok, on va vous aider à faire ça ». Et à partir de là, vous voyez, on a mis au point des techniques, des robots. Enfin, c'était une aventure assez incroyable, assez surréaliste d'ailleurs, de fabriquer un coquillage. C'est bien marré. Et donc, ça, après, c'est devenu, effectivement, c'est devenu l'instrument que vous verrez tout à l'heure, celui avec lequel je vais jouer. À partir de là, voilà, l'idée c'était, bon, ça marche, le truc fonctionne, il y a des résonances qu'on connaît, on va tester ça dans la mer maintenant. L'idée c'est d'aller jouer dans la mer avec cet instrument pour voir comment se comportent les baleines. À partir de là, je suis parti pour faire des tests acoustiques en situation à l'université de Stanford en Californie, où je suis rentré au département de bioacoustique marine, où là on a monté un programme de tests, des tests terrestres, enfin dans les laboratoires et aussi dans la mer, pour valider certaines fréquences. Donc ça, c'était à la Société d'acoustique ou dans la piscine, où évidemment on testait l'appareil dans l'eau. C'était quand même le but, c'est d'être dans l'eau pour tester les résonances qu'on enregistrait, voilà. Et puis on s'est rendu compte petit à petit, alors ça, il y a des flopées de films qu'on a fait sur place à l'université que vous retrouvez sur le site internet. Et on s'est rendu compte que ça marchait. Après, on est allé dans la mer, évidemment. Quand on s'est rendu compte qu'on était dans les bonnes fréquences pour les baleines, on avait la même tessiture, on avait 4 octaves. On s'est dit, bon, allez, maintenant, c'est le moment d'aller dans l'eau. Et on est parti tester tout ça au sanctuaire des îles Farallones, au large de San Francisco. Je suis resté plusieurs années, effectivement. C'est comme la Guadeloupe, il y a plus de 20 espèces de cétacés. On a les baleines à bosse tout l'été, contrairement à la Guadeloupe où nous les avons en hiver. Et là... là, on s'est rendu compte très vite que ça fonctionnait, que l'outil fonctionnait, qu'on arrivait à interpeller, au moins au départ, ces animaux, susciter un intérêt de leur part par notre son. C'est ce dont je vais parler maintenant. Effectivement, on a mis en place un protocole. Le protocole, il est simple. L'idée, c'est donc je suis là, tu m'acceptes, tu me réponds en improvise, on s'en souvient. Voilà, c'est la base de cette technique, de ce protocole qu'on respecte, évidemment. Pour beaucoup de raisons, vous allez le comprendre. Donc, le fonctionnement, d'abord, évoluer dans un territoire qui n'est pas le nôtre au départ, puisque même si on a des cousins éloignés des baleines, il y a longtemps qu'on a quitté quand même le territoire marin, donc on est dans un territoire où on est invité par ces animaux, ou même au départ un petit peu intrus, où on s'impose dans leur environnement. Donc on y va avec beaucoup d'humilité. L'idée, c'est de se faire découvrir par ces animaux, par notre son. Donc au départ, il y a juste un échange très très simple on signifie notre présence dans leur environnement par quelques sons de basse fréquence. Donc il s'agit de descendre assez bas sous l'eau, le plus profond possible, et diffuser des sons de basse fréquence. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, alors préalablement à ça, évidemment, on ne se met pas à l'eau n'importe comment, n'importe quel jour. Et avant d'aller dans l'eau, on passe par la phase d'écoute. Et cette écoute des baleines à l'hydrophone va nous permettre de décider si il est judicieux à ce moment-là d'aller dans l'eau ou pas. Il y a des circonstances pendant lesquelles, par rapport à ce que nous entendons, qui nous fait comprendre que ce n'est pas le moment d'aller dans l'eau, parce qu'elles sont dans des situations, dans des moments de leur vie, dans leur intimité, où elles n'ont pas besoin. On sait par expérience que ce n'est pas maintenant qu'elles vont partager quoi que ce soit avec nous. Donc on s'abstient, on quitte, on change de territoire, on va voir si plus loin, on fait 10, 15 000, 20 000, pour voir s'il n'y a pas d'autres animaux qui, eux, sont dans une disposition favorable à la rencontre et à l'échange avec nous. Bon, ça, c'est quand même la base au départ.
écouter pour savoir si on peut aller dans l'eau avec elle. À partir du moment où on a décidé, où on s'est rendu compte qu'effectivement on était dans des situations intéressantes, on va dans l'eau, on fait le son, et là on signifie notre présence. À partir de là, il y a souvent, si on a bien fait le travail en amont d'analyse de leur comportement, on peut à ce moment-là avoir un contact. Alors le contact, il est simple, elles viennent, tout simplement, en sachant qu'on ne peut pas approcher ces animaux qui nagent à 25 nœuds avec nos palmes. Donc on n'a pas de propulseur, évidemment, donc du coup, on est tenu à attendre et à espérer qu'elle nous rapproche. À ce moment-là, il y a un échange de sons, donc il y a une réponse qui va venir de l'animal, il s'approche et il va répondre. Et ensuite, cette réponse, elle peut être aussi, évidemment, par nous, on va rajouter 2-3 notes, l'animal aussi, on est dans l'improvisation, comme deux musiciens qui se rencontrent, qui ne parlent pas la même langue, ils vont prendre des instruments de musique et ils vont échanger. Et il y a un partage, c'est un transfert qui n'est pas un transfert de paroles ou de mots, on n'est pas dans l'échange d'informations tel qu'on l'entend dans le langage humain. On est dans un échange d'émotions, exactement pour ça que le parler avec la musique, c'est de la musique. Donc on va échanger des émotions avec les animaux. Alors ça marche évidemment avec les baleines à bosse parce qu'elles sont des musiciennes, mais ça marche, c'est marrant parce que ça marche aussi avec toutes sortes de bestioles, sauf les tortues, parce qu'elles sont dans autre chose. Mais chez les cétacés, effectivement, ça marche avec à peu près tous, sauf que la baleine, effectivement, a cette capacité de répondre par la musique. À partir de là, on s'en souvient, surtout elle, c'est ce qui nous intéresse, nous, et forcément on s'en souvient, parce qu'à chaque fois c'est une telle émotion qu'on ne va pas oublier ce qui s'est passé. Et de jour en jour, on prend note, on identifie les animaux, parce que les animaux, vous les identifiez avec leur son, mais aussi avec leur visuel, ils sont en face. Donc on les reconnaît, leur attitude, les marques sur leur corps fait qu'on les identifie. Et ce qui est intéressant, c'est que les animaux ont une extraordinaire mémoire, donc eux-mêmes se souviennent de nous, se souviennent de ce qu'on a échangé, se souviennent de ces échanges d'émotions où on en est resté la dernière fois, et même si on les retrouve un an après, puisque ce sont toujours les mêmes animaux qui reviennent en Guadeloupe, la mémoire est là, et les liens se raccrochent petit à petit d'année en année. C'est là que je vous emmène maintenant dans les fondamentaux de ce qu'on fait en Guadeloupe. Donc ça, c'est notre territoire. Ce qui est en bleu marine, c'est le sanctuaire Agua. Alors c'est très intéressant parce que les aires marines protégées ont décrété que toute cette zone bleu marine qui fait 144 000 hectares allait être sanctuarisée, ce qui est fait depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et dans ce sanctuaire, il y a des normes très précises, enfin il y a une charte très précise sur, d'une part, l'observation des cétacés, le travail avec les cétacés, évidemment la chasse est proscrite, ainsi de suite. Enfin c'est un sanctuaire. Donc c'est très bien parce que les animaux sont libres, protégés, et, voilà. Donc c'est un super endroit pour pouvoir travailler avec des animaux sauvages, j'insiste. Je dis ça parce qu'il y a tellement d'endroits dans le monde aujourd'hui où on nage avec des animaux qui sont semi-captifs. Là, nous, on est à 15-20 000 au large. On n'est pas au bord, on est à 15-20 000 au large. Donc c'est important de le signaler. Donc voilà le territoire dans lequel nous évoluons. Après, voilà, là c'est là où on est, base SWP, c'est la base Shelton Web Project, nous sommes là à Pointe-Noire, et en face de nous il y a un vortex, qui est un vortex de naissance, j'ai mis ça là-dessus, parce que c'est ce que je vous ferai écouter tout à l'heure, à la fin de cette petite discussion, vous verrez que le vortex dont je parle, vous pourrez le localiser, il est là, en face de la ville de Pointe-Noire, où nous avons notre base et nos 2 bateaux. Donc les recherches que nous menons là-bas, c'est les recherches communication interespèces. On a beaucoup parlé de son et de musique, mais il y a aussi il y a le geste, il y a la danse, parce que communiquer avec des animaux, on peut utiliser aussi d'autres choses que le son. On peut utiliser les formes artistiques de danse avec les animaux qui sont extrêmement sensibles, notamment eux, les cachalots. Je pense que François Arnaud en a parlé hier soir. Et c'est les animaux qui ont ils témoignent leur affection les uns avec les autres. Ils sont très tactiles et ils mettent en place des formes de balais sous l'eau comme ça qui peuvent être synchronisées sur plusieurs individus. Ce que font également les baleines à bosse. Donc Léa régulièrement est avec ses animaux le plus possible. Elle vit là-bas et elle nage avec ses créatures et notamment avec le gros poisson. C'est un bébé cachalot. Et ce qui est intéressant, c'est que ces animaux, même si on n'est pas tout le temps avec eux, ce qui est le cas de Léa, effectivement, elle nage, passe beaucoup de temps avec ces animaux la reconnaissent, la connaissent, effectivement, il y a un lien, il y a une affection qui se crée, pour beaucoup de raisons qui sont trop longues à développer ce soir, mais il y a des événements dans la vie d'un animal et de la vie d'un humain sur des années qui vont marquer
l'un et l'autre. Notamment, le gros poisson en question, c'est Pompon, qui a été attaqué par des orques. On a intervenu à ce moment-là pour sauver cet animal. Il en est reconnaissant chaque fois qu'il nous voit, il vient vers Léa. Enfin bon, voilà, il y a des liens. Et après, c'est des animaux qui sont capables, et ça c'est très intéressant, de dire, bah écoutez, on est amis, on nage ensemble. Et effectivement, ça prend énormément de temps pour créer ces liens. Mais parfois, on peut aussi proposer à des personnes qui ont une curiosité, pas curiosité, mais qui ont une envie particulière de découverte par rapport à des recherches personnelles. On parlait de médecine tout à l'heure. Et on peut parler aussi d'art, de culture, de spiritualité. Il y a des gens qui ont besoin, à un moment ou à un autre, pour une raison, d'entrer en contact avec ces animaux. Et à ce moment-là, si c'est amené d'une certaine manière, on va le faire. On va prendre on va prendre ces personnes et on va les mettre en lot. On a fait ça l'année dernière avec une jeune femme, Juliette Dumas, qu'on a emmenée avec les cachalots. Effectivement, elle m'en parlait tout à l'heure. Elle a dit, j'ai réalisé au bout seulement de presque un an que j'avais nagé avec des animaux de 30 tonnes. Et ça m'a fait plaisir qu'elle dise ça, parce qu'effectivement, Juliette, à ce moment-là, ne l'avait pas réalisé. Parce que ces animaux, on oublie, quand on les voit et quand on nage avec eux, qu'ils ont cette taille, qu'ils font 25 mètres, 20 mètres de long. On ne s'en rend absolument pas compte, en fait. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est hyper accessible et que ces animaux sont prêts à engager avec nous des échanges. Le programme, justement, il est basé là-dessus, sur cette capacité de... C'est des animaux qui sont passés au-delà des souffrances, de ce qu'on leur a pu imposer, pour tenter de nous faire passer des messages et de nous amener vers quelque chose un rapprochement. Alors ça, c'est pour terminer cette partie ce soir. Je vous parle de ça. Ça, c'est le programme Shelton. Donc, ce que nous faisons en Guadeloupe. Ce programme, il s'appelle Le Lien Perdu. Alors, on est focalisé sur les peuples premiers et leur rapport avec les animaux. Alors, voilà. Ayant eu la chance de voyager un petit peu partout dans le monde où il y a des peuples qu'on appelle des peuples premiers qui ont qui nagent avec ces animaux en fait et qui ont des liens très forts avec ces animaux depuis 5, 6, 7, 8 000 ans parfois même, comme les Macas ou les Tinglit. Vous avez ces peuples ont une sorte de dévotion, si on peut dire, par rapport à ces créatures. Soit elles les considèrent comme de la famille, soit elles les considèrent comme des divinités, comme les Hawaïens les appellent les Corolas, qui sont les gardiens de la sagesse, les gardiens du mana, de l'énergie sacrée. Ils considèrent ces animaux comme des déesses de la mer. Et depuis des milliers d'années, les peuples hawaïens vont, avec leurs bateaux, avant des pirogues, aujourd'hui des zodiacs, nager, partager. Ils leur amènent des fleurs, ils y vont avec justement des conques. Les tritons pacifica, des instruments de musique, ils vont jouer de la musique avec ces animaux, ils vont nager avec eux, il y a des échanges qui se font. Alors je vous parle des Hawaïens parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais les Maoris, en Nouvelle-Zélande, il y a aussi dans le sud-est de l'Australie, il y a dans le peuple Mayumba, au Gabon, enfin évidemment à Tahiti, enfin il y a pas mal d'endroits, la plupart des endroits dans le monde où il y a les baleines à bosse, les peuples sont là depuis toujours et échangent avec ces animaux des connaissances du son, de la musique, mais aussi il y a des dimensions spirituelles qui s'installent dans ces échanges, dans ces dialogues. Et voilà. À partir de là, ça a créé, évidemment, on parle de plusieurs milliers d'années, il y a un lien qui se crée entre les hommes et les animaux, comme ça, sur ces milliers d'années. Ce lien, il a perduré absolument partout dans le monde où vous avez des baleines à bosse aujourd'hui. Les peuples qui sont là, les peuples premiers, vont vous parler très clairement de ce qu'ils font avec ces animaux depuis toujours, comment ils les perçoivent, comment ils échangent avec eux. Partout, sauf dans les Caraïbes. Donc c'est le seul endroit au monde où il n'y a plus de lien. Le lien est perdu. Le lien est perdu tout simplement parce que ces peuples avaient ce lien depuis 4500 ans à peu près. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je travaille j'ai retrouvé des gravures dans des grottes en République dominicaine, où on a des peintures qui ont été gravées comme ça, il y a plus de 4000 ans, par des Taïnos. Et c'est des gravures qui représentent des baleines à bosse en position de sociabilisation. Tout ça, c'est sur le site internet, je fais vraiment un raccourci. Et on trouve ça aussi chez les Kalinago en Dominique. Donc que ce soit les Kalinago, les Arawaks, les Caribes, les Taïnos, tous ces gens-là ont eu pendant plus de 4000 ans les mêmes
contact avec les baleines à bosse de Guadeloupe, enfin des Caraïbes, que partout ailleurs dans le monde. Ensuite, en 1492, il y a eu un changement radical de cette population qui, pour la plupart, a été décimée par la guerre, l'invasion ou la maladie. Pour ceux qui ont réussi à survivre, ils ont été donc assimilés, comme ça a été le cas à Porto Rico ou dans les grandes îles du Nord. Donc assimilation, ça veut dire perte d'une immense partie de leur culture, de leur tradition, de leur savoir, de leur spiritualité. Ensuite, ceux qui ont survécu d'une autre manière, c'est ceux qui ont réussi à s'isoler dans les montagnes pour ne pas subir la pression de l'occupant, de l'envahisseur. Et eux sont notamment les Kalinago de Dominique, qui sont aujourd'hui toujours d'ailleurs planqués là-haut dans leur montagne. Ils ont comme une forme de réserve. Et ils sont intéressants à rencontrer parce qu'ils savent, la transmission orale est toujours là, que leur peuple a eu, avant de se réfugier dans les montagnes, les mêmes contacts avec ces créatures. Donc c'est assez touchant parce que c'est le seul endroit au monde où le lien était perdu. Voilà. Donc le programme Shelton aujourd'hui, il est de tenter de réunir les animaux, les baleines à bosse et les hommes dans ce territoire, dans l'arc caribéen. Puisque effectivement, partout ailleurs dans le monde, ça marche. Et il est quand même dommage que des peuples entiers, des populations entières, notamment des jeunes enfants, n'ont aucune idée, les jeunes Guadeloupéens par exemple, n'ont aucune idée de ce que vivent au quotidien les jeunes Hawaïens ou les jeunes Maoris avec leurs baleines. Alors qu'ils ont exactement les mêmes animaux, les mêmes conditions de mer. Donc c'est quand même dommage, quand on connaît ça, quand on connaît comment ça fonctionne, de ne pas tenter d'offrir à ces jeunes Guadeloupéens la possibilité, eux aussi, de jouer de la musique avec leurs baleines, de nager avec elles, de retrouver cette forme de spiritualité. Donc on est aidé par ça dans notre programme, par la Confédération Taïno. C'est une confédération qui s'est installée, ils sont à Porto Rico et ils ont des ramifications dans toutes les Caraïbes. Donc chaque île des Caraïbes a des survivants, des héritiers de ces cultures, qui sont hyper bien organisés depuis maintenant presque 20 ans. Donc on a bien évidemment leur soutien, ils mettent à disposition leur écrit, c'est des écrits qui viennent des transmissions comme ça. Et donc on a accès à pas mal de documentation extrêmement intéressante sur les rapports à ces poissons, ces grands poissons géants, la mythologie, il y a des choses passionnantes encore à découvrir avec eux. Ensuite avec la musique évidemment, puisque leur musique a pratiquement disparu de partout. Donc sur le programme de musique, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que toutes les baleines du monde étaient capables de garder en mémoire la musique des peuples qu'elles fréquentent depuis des milliers d'années. Et effectivement, les baleines guadeloupéennes, enfin les baleines des Caraïbes, ont dans leur mémoire deux musiques, comme toutes les baleines, la musique des migrations froides et chaudes. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, aidée par une musicologue, une anthropologue de la musique, qui est effectivement Clémentine Florion, qui, elle, est capable aujourd'hui, petit à petit, avec beaucoup de travail et de dévotion, parce qu'elle travaille énormément sur ce projet, elle arrive à extraire des chants des baleines qu'on enregistre devant chez nous, des chants qui étaient des chants taïnos. Donc elle arrive à reconstruire petit à petit une musique disparue en fait, qui est gardée en mémoire dans les baleines. Puisque les baleines ont deux chants, elles ont les chants d'Islande et de Norvège et les chants du Nord et les chants du Sud. Donc elle arrive à retrouver ça bribe par bribe et on commence justement à offrir ça à ces peuples taïnos. Donc du coup il y a un échange qui s'est créé avec eux. À côté de ça, moi je travaille avec vous voyez, ça c'est une gravure justement qui est en République dominicaine dans une grotte. Ce dessin a été fait il y a plus de 4000 ans. Et là on a une baleine en sociabilisation, c'est-à-dire c'est une baleine à bosse, vous voyez les nageoires pectorales tendues vers l'avant, courbées, vous voyez, on distingue sa nageoire caudale, sa queue derrière, elle est totalement cambrée. Elle est cambrée, et alors ça, c'est quand elles émettent du son et qu'elles vont vers des humains, notamment, elles se mettent comme ça. C'est vraiment un moment qui est unique, où elles sont dans la transmission d'énergie, de son. La personne qui a peint ça il y a 4000 ans était sous l'eau. On ne peut pas voir ça depuis la Terre. Donc ça, c'est une représentation qu'on connaît bien sur les différents peuples premiers dans le monde. C'est comme ça qu'on voit les baleines sous l'eau. Et les gens qui ont ces échanges depuis des milliers d'années, alors que ça, République dominicaine, il y a 4000 ans, dans le parc national des Haïti. Donc c'est une des nombreuses preuves, effectivement, qu'on a que ces animaux côtoyaient les hommes. Là, ça, c'est le logo de l'école de musique de Petit-Bourg. Alors c'est étonnant, ils ont un coquillage. Parce que les Kalinago utilisaient ces instruments. Alors donc c'est assez intéressant parce que l'école de musique de Petit-Bourg, il y a 400 élèves et on a créé une petite section baleine
pas pour autant qu'on leur fait jouer avec des coquillages, ils utilisent leurs instruments traditionnels, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur guitare, ils utilisent leur percussion, leur piano, tout l'instrument qu'ils travaillent au quotidien avec leurs professeurs. C'est des enfants qui ont depuis 6 ans jusqu'à 12-13 ans, c'est les petits. Et avec leurs profs, on leur fait jouer leurs propres instruments ensemble, mais on leur fait jouer des mélodies de baleine. On leur fait jouer, on leur fait composer, on leur fait écrire des chants de baleine. Et on les imprègne de ces sons, on leur fait écouter ce que vous allez entendre tout à l'heure. Et à partir de là, ces enfants, au bout de... Ça fait déjà presque 3 ans que je travaille avec eux, on commence à avoir des résultats incroyables. On les emmène en mer avec Corinne Alpic et avec mes amis de l'école de musique de Petit-Bourg. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on met ces enfants sur un gros bateau avec leurs instruments et on les emmène en mer jouer de la musique avec les baleines. Et on commence à avoir, petit à petit, d'année en année, on commence à avoir un retour des animaux. Un retour dans le sens, c'est pas qu'ils étaient partis, puis c'est un retour son. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y a un intérêt de ces animaux, ça les passionne de voir des gamins qui jouent de la musique, ou des dingues comme nous avec leur coquillage, peu importe. Quoi qu'il se passe, le lien, tout doucement, est en train de se recréer. Donc voilà notre mission là-bas, recréer le lien perdu. Voilà ce que nous faisons vraiment au quotidien depuis 6 ans. Alors ça, tout ça, c'est des choses qui vont être bien évidemment petit à petit, parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, on avait vraiment autre chose à faire, mais documentées. Donc il y a des personnes, notamment Vincent Bruno que j'ai rencontré, qui doit être par là, et qui a un projet de venir documenter nos recherches et nos travaux là-bas sous l'eau, sous la mer. Donc aujourd'hui, on commence à avoir vraiment envie de montrer ce qu'on fait. Pendant 6 ans, on était dans notre bulle. Dans notre bulle, et puis nos recherches, elles sont intimes. C'est-à-dire qu'on travaille avec des animaux qui nous offrent énormément de leur temps déjà, hein, parce que elles sont en migration, donc il faut qu'elles remontent, elles ont 6000 km à faire, elles ont un programme quand même qui est très précis, elles travaillent sur leurs plantes, elles travaillent elles se soignent, elles ont des cercles de soins, on ne va pas débattre de ça maintenant ici, c'est pas le moment, mais quoi qu'il en soit, elles ont un programme chargé, quoi. C'est des animaux qui sont occupés. Et quand elles ne travaillent pas, quand elles ne sont pas en fonction d'émissions de son à des destinations particulières, que ce soit encore une fois pour des soins ou des modifications d'ordre de protéines sur des algues ou quoi que ce soit, quoi qu'elles fassent, hein, peu importe, elles sont très occupées, et quand elles ne sont pas actives, elles sont en méditation. C'est-à-dire que, je sais que Yolène aime bien que je parle de l'œil de la baleine, on va terminer sur ça avant le son. Une baleine à bosse, quand elle est en phase de... Quand elle dort, l'œil est fermé, la paupière est fermée. Si on voit un œil de baleine à bosse qui va se trouver à 20 mètres, 15 mètres dans l'eau, il apparaît comme étant noir. Plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'il y a des strates, en fait, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, il y a des nuances. Il n'est pas tout noir. Et plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'il est en 3 dimensions, cet œil. Nous, en fait, ce sont des couches que nous avons. Sur notre œil, il est rond, c'est une boule, mais en fait, c'est des couches dessus. Eux, c'est pas la même manière. À l'intérieur, c'est comme une boule. Et à l'intérieur de cette boule, il y a des milliers de petits points lumineux, comme des étoiles, comme des galaxies. Mais là, il faut être à 1 mètre pour s'en rendre compte. C'est assez fascinant. Et on voit ces galaxies qui sont à l'intérieur de cet œil. Alors ça, c'est quand elle est éveillée. Quand elle chante, quand on nage avec elle, on voit ces galaxies à l'intérieur de l'œil. Après, quand elle dort, les yeux sont fermés. Donc la paupière vient recouvrir complètement l'œil. Et là, elle ne bouge plus. Mais elles n'émettent pas de son quand elles dorment. Elles sont silencieuses. Ensuite, il y a une 3e phase. Donc il y a l'éveil, il y a le sommeil, paupières fermées et silencieuses. Et ensuite, il y a une phase elles sont en phase de méditation. Donc, c'est-à-dire qu'elles émettent un son vous connaissez tous le home, hein, les modes vibratoires de basse fréquence, et qui vont travailler sur les ondes alpha pour soit amener notre cerveau dans des phases de relaxation intense qui propices à la méditation, soit carrément sur certaines associations de fréquences, on peut aller travailler jusqu'à la modification de l'état de conscience. Enfin bon, à partir de là, elles sont capables d'entrer dans des phases méditatives où elles sont là sans être là. C'est-à-dire que l'apparence charnelle de l'animal, vous le voyez, mais quand vous vous approchez, vous voyez ces milliers d'étoiles à l'intérieur qui sont plus là, elles sont vides. Les yeux sont vides, mais la paupière est ouverte. Donc l'animal vibre, il y a du son,
mais la carcasse est vide. C'est très étrange, on a l'impression que leur âme est partie en fait, et je pense très sincèrement que c'est ce qui se passe. Donc voilà les 3 phases des animaux. Donc à partir de là, on parle d'intelligence, mais quand on constate qu'une baleine en phase de méditation n'a plus d'étoiles dans ses yeux et que son corps entier vibre, on est au-delà de l'intelligence, je pense, on est dans autre chose. Donc qui est un peu complexe à étudier et même à tenter de comprendre. Mais quoi qu'il en soit, les recherches que nous menons en Guadeloupe, si au départ elles sont fondamentalement basées sur des résultats d'analyse de données spectrométriques sur des ordinateurs, ça, c'est la partie scientifique. À un moment, on va regarder le spectromètre, on dit voilà, là, il s'est passé quelque chose, là, il y a eu un échange, ok, on est sur un écran, sur un ordinateur. Personnellement, j'ai tendance à plus tellement avoir envie de faire ça du tout. Ça ne m'intéresse absolument plus. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt. Enfin, je ne vois plus l'intérêt pour moi de faire ça. Parce qu'on le fait depuis 40 ans. Des analyses spectrométriques de champs de baleines ou de toutes sortes de ces bestioles qui sont dans la mer, ça a été fait, refait par des amis comme Jim Nolman qui a fait ça. Bon, mais il a arrêté aussi d'ailleurs depuis longtemps. Ensuite, il y a Jim Darling à Hawaï qui est le dernier dinosaure que je respecte énormément, qui a passé juste 35 ans à enregistrer des sons, les mettre sur son ordinateur. Ok, c'est certainement très intéressant, mais voilà, il n'y a aucun résultat en 30 ans. Parce qu'à un moment ou à un autre, on n'est plus dans la science. On est dans autre chose. Et très sincèrement, l'intelligence de ces animaux, pour moi, elle n'est pas dans une intelligence telle qu'on la conçoit, nous. Donc l'erreur, peut-être, hein, je me trompe peut-être, mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai arrêté de tenter d'analyser quoi que ce soit de ces bestioles. Je pense qu'on est dans un domaine de la spiritualité. Il faut regarder différemment. Il faut changer de place, il faut se réorienter dans un autre endroit et regarder ces animaux différemment, les écouter différemment. Et très certainement, le message à ce moment-là qu'elles ont à nous transmettre, on ne va pas le percevoir forcément sous la forme d'un algorithme. Je pense qu'on va le recevoir à un moment ou à un autre d'un autre angle. Alors, c'est difficile à étudier, comme je vous disais, comment, allez, partons, allez, en avant, on va étudier Martine va étudier la spiritualité des baleines. Il faut être sérieux, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même... Voilà, il faut faire un truc, quoi. Il faut le faire, mais il faut se donner un axe de travail, des possibilités, des moyens aussi pour le faire et que ça colle un minimum au terrain quand même, quoi, parce que sinon on va partir très très loin, quoi. Et donc, à partir de là, eh ben, c'est ce programme de réunification de ces taïnos, de ces peuples, de ces Guadeloupéens, de ces jeunes enfants, l'enfance avec les animaux. Là, on touche aussi à des choses sacrées. Mettre des enfants, jouer de la musique avec des baleines, on est dans autre chose. On est dans des dimensions qui s'approchent effectivement de ces échanges spirituels. Voilà. Donc, à partir de là, je vais vous faire écouter maintenant quelque chose. Donc ça c'est l'instrument qu'avec mon ami Yann Viau. Yann, merci, hein, parce que c'est quand même quelque chose, une belle aventure. On a fabriqué ça, il faut être très 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 malade pour faire un truc pareil, mais on l'a fait. Et donc ce que je vais vous faire entendre maintenant, c'est effectivement, ça vous emmener dans cet univers d'échange, ce qu'on pratique au quotidien avec les animaux. Alors on va mettre une bande son. Et moi, je vais jouer quelques notes avec ça sur cette bande-son. Alors, cette bande-son, je l'ai enregistrée, je vais faire très vite. J'ai enregistré cette bande-son en Guadeloupe, évidemment, sur notre base de travail, il y a 2 ou 3 ans, en 2016, donc 3 ans. Et c'était sur un vortex de naissance. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais de cette petite croix rouge en face de Pointe-Noire. C'est un vortex où les baleines viennent avoir leur bébé. Pourquoi elles ont leur bébé dans ce vortex? Tout simplement parce qu'il y a une configuration géologique sous la mer qui fait que les courants ne vont pas emmener le bébé à sa naissance loin de sa maman. Hein, on est quand même en plein Atlantique. Donc la maman sait très bien qu'à cet endroit-là, les courants vont se mettre à tourner. Et au milieu, évidemment, c'est comme l'œil d'un cyclone, c'est-à-dire que c'est stable. Donc elle a son bébé va rester à côté d'elle. Pendant un certain temps, elle est obligée de garder son bébé avec elle parce qu'il ne sait pas encore respirer. Et donc, s'il naît et qu'il sort du ventre de sa maman, il va respirer de l'eau. Et donc, il va se noyer. Donc, elle est obligée tout de suite de passer sous lui, de le prendre, de le monter sur son dos et le faire respirer. Et ça, elle est obligée de le faire régulièrement. Donc, elle doit le garder proche de lui. Ce vortex de naissance, c'est aussi un endroit, effectivement, où il y a une acoustique
extraordinaire. C'est là où se pratiquent des cérémonies de baleines. Alors là, bon, je vais la citer des sciences, je vais faire vite sur la cérémonie. C'est là où se pratiquent des choses étranges, où des baleines se posent toutes seules et les autres viennent autour, forment des grands cercles et chantent sur cette baleine, parce que le son tourne et il y a un effet d'écho. Et vous allez voir, c'est étonnant d'ailleurs, parce que l'écho, on l'entend, et c'est un écho naturel, c'est un son qui a été enregistré en direct, on n'a pas travaillé ce son. Alors, pour aller très vite, et après on envoie, et je vais jouer avec ce son-là, on était en arrêt, nous, un moteur arrêté sur le vortex, on venait d'arriver sur le lieu, et là je vois 3 souffles de baleines, à peu près à 300-400 mètres, elles arrivent, elles se rapprochent de nous, et quand elles sont arrivées à peu près à 100 mètres du bateau, c'était 3 mâles et un juvénile, en fait, elles étaient 4, et les 3 mâles et le bébé ont plongé, sont descendus sous notre bateau, elles sont posées à peu près à 30 mètres sous le bateau. Donc moi j'avais mon hydrophone qui était dans un câble avec mon micro. Donc j'ai enregistré, il ne s'est rien passé. Et tout d'un coup, elles sont arrivées en silence. C'est important. Elles sont arrivées, elles étaient totalement silencieuses. Et là, elles ont commencé à jouer. C'est vraiment ce que vous allez entendre maintenant. Donc là, j'en ai mis un quart d'heure. C'est-à-dire que vous allez écouter ça et je vais accompagner ces chants avec mon Shelton pendant un quart d'heure. C'est le premier quart d'heure, c'est vraiment le tout début. Et elles ont commencé. Et elles ont joué pendant 43 minutes. Elles ne se sont pas arrêtées une seconde. Elles ont joué pendant 43 minutes des sons qu'on utilise aujourd'hui pour plein de choses avec mes amis chez Genodix. Enfin bon, peu importe. Il est très riche. C'est une source d'information extraordinaire. C'est une richesse inouïe. Pour moi, c'est le plus beau chant de baleine que j'ai jamais enregistré en 40 ans. Et c'est comme un cadeau. Nous, on l'a pris comme une espèce de cadeau. Ils nous ont offert ça. Voilà. Et il y a certainement ce fameux message. Bon, il y a du boulot. Il faut travailler. Et à partir de là, évidemment, moi, le son, je l'ai pris tel quel. Et c'est ce que vous allez entendre maintenant. Évidemment, vous allez voir que moi, je m'intercale à certains moments. Et c'est une représentation de ce qui se passe sur la mer, en fait. Enfin, sous la mer. OK ? Donc, vous allez vraiment être en visuel. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est sortir en courant. Pas tout de suite, mais si jamais vous vous sentez mal, c'est ce qu'il faudra faire. Ce qui va se passer, c'est que vraiment, il ne va pas y avoir de danse, il ne va pas y avoir de chorégraphie, enfin comptez pas sur moi pour ça. Et donc, il n'y a pas grand-chose à voir finalement, à part un dingue avec un coquillage en plastique. Le spectacle est quand même assez sonore surtout. Donc ce que je vous conseille, c'est fermer les yeux et laissez-vous essayer d'imaginer que vous êtes sous l'eau et que vous voyez une baleine qui chante et vous verrez trouver la différence. C'est un humain qui essaie de rentrer en communication avec cette baleine, mais les yeux fermés, ça fonctionne très bien et laissez-vous porter par ça.
Mm-hmm.